12 mars 1947. L'Amérique est à son apogée. Jour après jour, la vie s'écoule, insouciante. Les affres de la guerre sont loin désormais. Pourtant, ce même jour, le président Harry Truman sonne l'alerte. The gravity of the situation which confronts the world today necessitates my appearance before a joint session of the Congress. The foreign policy and the national security of this country are involved. La menace, c'est le communisme. Il se propage comme une épidémie. À l'Est, de nombreux pays sont déjà sous son emprise. À l'Ouest, l'Italie et la France y comptent de nombreux partisans. La Grèce et la Turquie résistent, mais elles peuvent basculer, à tout instant. Il faut endiguer le fléau, préserver les peuples de la contamination. We must take immediate and resolute action. Depuis la fin de la guerre, le Reich vaincu est maintenu sous tutelle, occupé par les vainqueurs. Ravagé par les destructions, le pays est exsangue et sa population condamnée à la survie. Pour les États-Unis, la misère fait le lit du communisme et ces lendemains qui chantent risquent d'y trouver un écho en ces temps de pénurie. C'est l'Europe entière qui est à genoux, 2 ans après la fin des combats. De l'Atlantique à l'Oural, des milliers de bâtiments restent à reconstruire. Des centaines de routes et de ponts attendent d'être remises en état. La pénurie et les restrictions font des ravages. En Angleterre comme en Pologne, en France, en Grèce comme aux Pays-Bas, les peuples sont à bout de force. Tout manque. Logement, nourriture, charbon, même l'eau parfois. Le 5 juin 1947, alors que l'Amérique s'apprête à célébrer le 3e anniversaire du débarquement de Normandie, George Marshall, lui, se prépare à une nouvelle offensive. Ce jour-là, il se rend à Harvard. La prestigieuse université lui a décerné le titre de docteur honoris causa. Lors de son discours, Marshall annonce son plan. Une aide de plusieurs milliards de dollars pour reconstruire l'Europe, pays de l'Est inclus. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. À l'instigation du grand frère soviétique, tous les États inféodés à Moscou vont un à un refuser le plan de reconstruction des Américains. Marshall, qui avait espéré en voir certains sortir de la sphère d'influence communiste, constate son échec. La division de l'Europe en 2 blocs se met en place et seuls 16 pays se portent candidats au plan de redressement américain. C'est oublier la farouche opposition de Staline. Le maître du Kremlin n'est pas prêt de laisser l'oncle Sam guider le destin du monde. À l'automne 1947, il abat ses cartes. Alors que les délégués des partis communistes du monde entier sont réunis près de Varsovie, Andreï Jdanov, le représentant soviétique, annonce la couleur. C'est au Parti communiste, de tous les pays, qu'il appartient d'assumer un rôle historique, en prenant la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. La messe est dite.
Aussitôt, l'Europe communiste s'enflamme. Des manifestations éclatent dans les pays où le parti est le mieux implanté. Dans tous les secteurs d'activité, les grèves dénoncent le risque d'une colonisation yankee. Et le plan Marshall est adopté à l'unanimité. Une première tranche de 5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 52 milliards de dollars actuels, est rapidement débloquée. Par la volonté des États-Unis, l'OECE, la première organisation économique européenne, va en bénéficier. Bientôt, les premiers navires accostent à Rotterdam, au Havre, à Lisbonne. Denrées alimentaires, machines agricoles, outillages et équipements industriels qui faisaient tant défaut font leur apparition. La reconstruction de l'Europe peut enfin commencer. Progressivement, l'apparente générosité du plan Marshall s'estompe au profit d'objectifs moins désintéressés. 20% de l'aide est constituée de prêts remboursables, 80% de subventions. Les fonds servent quasi exclusivement à acheter du matériel et des denrées made in USA. Ainsi, les dollars alloués à l'Europe repartent directement aux États-Unis, où ils soutiennent l'économie et épongent les excédents. Le Deutschmark est né. Le vendredi 18 juin, les Allemands de la zone occidentale l'apprennent par la presse. 2 jours plus tard, la nouvelle monnaie est mise en circulation. Ce jour-là, chacun reçoit 60 Deutschmark en échange de tous les Reichsmark en sa possession. Désormais sans valeur, ils sont voués à la destruction. Staline est débordé. Il redoute de voir arriver ce Deutschmark dans Berlin, situé au cœur de la zone qu'il occupe, car la ville est toujours divisée entre les 4 puissances alliées. Mis au pied du mur, il organise la riposte. Le 24 juin 1948, tous les accès terrestres de la capitale allemande sont coupés. Le blocus de Berlin commence. Isolée, la ville risque à la fois la famine et de tomber dans le giron soviétique. L'Amérique réagit aussitôt. Un gigantesque pont aérien est mis en place par les Américains pour permettre à la population de résister. L'opération Victuailles est lancée. Du jour au lendemain, Berlin-Ouest devient un symbole de liberté pour l'Occident. Les Berlinois ne sont plus perçus comme des nazis, mais comme des victimes. Le bras de fer entre les deux superpuissances va durer 11 mois. 11 mois durant lesquels plus de 2 millions de tonnes de fret sont acheminées au nez et à la barbe des Soviétiques. Au final, Staline perd la partie. Le 12 mai 1949, le blocus de Berlin est levé. Les Berlinois sont soulagés. Quelques mois plus tard, la République fédérale allemande est proclamée. 2 semaines plus tard, le 7 octobre, c'est au tour de la République démocratique allemande de voir le jour sous l'aile protectrice de Moscou. La rupture entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest est consommée.